Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce nouveau 5 à 7 que nous avons appelé « Préparer et réparer les territoires ». Parce que nous entreprenons au sein du Club Ville Aménagement une démarche qui vise à répondre à la dégradation rapide du territoire, dégradation que les opérations urbaines ne peuvent pas régler à elles seules, comme les bonnes pratiques n'ont jamais changé les politiques urbaines. Donc il s'agit de révéler ou de rendre visibles les menaces qui pèsent sur le territoire en les caricaturant pour mettre le doigt sur l'urgence de l'action. Non, on n'a pas le temps. Non, la perte de biodiversité n'est pas réversible et les impacts sur les êtres humains sont immenses. Alors, que peuvent faire les acteurs de la ville que vous êtes? Étendre l'efficacité écologique au-delà du périmètre des opérations et sans doute concevoir des projets territoriaux à l'échelle du métabolisme urbain tel que défini par Sabine Barle et dont on parlera tout à l'heure. Comment agir à la bonne échelle, celle où se joue l'écologie, pour faire de l'aménagement un outil de la transition écologique? Comment intégrer dans nos projets les questions d'eau, de sol vivant, des mobilités, l'air, l'énergie, tous les enjeux majeurs que le prisme de la décarbonation efface trop souvent? Comment valoriser le vide, le non bâti, prendre en compte les risques? Comment faire émerger des nouveaux modèles économiques? Et on se demandera comment faire évoluer le rôle des aménageurs et des autres acteurs du territoire. Pour nous faire avancer, après avoir échangé il y a 2 semaines avec Marc-André Sellos, qui est un peu le pape de la biodiversité, qui nous a fait très peur d'ailleurs, je dois dire, en nous expliquant que la perte de biodiversité était irréversible. Aujourd'hui, nous réunissons à la fois la science et la conception urbaine, même si elles ont tendance à se mêler. Alors, la science d'abord, Sabine Barle, qui est professeure d'urbanisme et d'aménagement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse à l'UMR Géographie Cité. Et le Grand Prix d'urbanisme l'a été attribué en 2025. Donc je fais tout de suite une parenthèse. Nous avons la chance que la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature nous offre un certain nombre de livres auxquels j'ai contribué et qu'on vous fera cadeau. Les premiers qui viendront ici, et Sabine pourra les dédicacer. On a la chance aussi que le défunt POPSU, parce que c'est très triste quand même, le programme d'observation et de stratégie, des projets et des stratégies territoriales, qui disparaît malheureusement, et qui a produit ces livres extraordinaires qui capitalisent les recherches. Bon, nous en allons en faire quelques-uns. Donc celui-ci s'appelle « Métabolisme et métropole », qui porte sur l'île et que Sabine dédicacera aux premiers qui arriveront ici. Alors Sabine nous propose une voie pour parvenir à agir sur les territoires et en refondant réellement les principes, les fondements de l'écologie territoriale et en valorisant la popularisation qu'elle a faite du métabolisme urbain à base de très nombreuses recherches. Sabine a également réalisé des scénarios sur des territoires et avec elle, on essaiera de voir comment avancer ensemble et comment les chercheurs, comme elle, peuvent nous aider à définir les territoires du métabolisme urbain et comment agir. Alors, l'autre invité, qui est donc le concepteur, Rainer Stange,
et paysagiste à Oslo. Il est professeur à l'Institut d'urbanisme et à l'École d'architecture de design d'Oslo. Il a présidé l'association norvégienne du paysage. Et il a été formé en France, à l'école du paysage, et ne jure que par la France. Et vous verrez tout à l'heure ce qu'il nous dira. Alors, moi, je suis obligée de dire que je l'ai découvert lors d'un colloque extraordinaire dont le commissaire était Henri Bava, ici, président de la Fédération française du paysage, et sans doute le plus international de nos paysagistes. Et tu as réuni l'association des paysagistes du monde entier à Nantes l'été dernier. Et c'était extraordinaire parce qu'il y avait des Chinois, des Néo-Zélandais, des Norvégiens et un Norvégien. Et cette rencontre entre les mondes a été extraordinaire et ça m'a permis de découvrir Rainer. Je connaissais déjà les stratégies écologiques d'Oslo qui sont très intéressantes. Alors, souvent on dit oui, mais la Norvège est très riche et puis la Norvège sort du pétrole. Mais ce qui n'empêche que les stratégies menées au niveau de la ville, tant au niveau de la mobilité que de la gestion de l'eau, que des parcs, que du réaménagement urbain, que des transports en commun, c'est assez extraordinaire. Donc il va nous démontrer le rôle du paysage et des paysagistes dans une ville très engagée sur la question écologique. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et il parle français. Et Raphaël Catonnet, où es-tu Raphaël, sera notre débatteur. Comme il est de mise dans les 5 à 7 du Club Ville Aménagement, où un aménageur réagit aux sollicitations apportées par la société civile, les chercheurs. Et on verra avec lui comment l'aménageur peut réviser ses méthodes de travail, comment il peut définir au plan économique différemment son nouveau métier, qui sera de préparer et de réparer les territoires. Donc on y reviendra tout à l'heure. Alors d'abord Sabine. Sabine, on aimerait savoir ce qu'est le métabolisme urbain. Ça paraît une chose incompréhensible, difficile, mais tu l'as popularisé d'une manière très claire. Et tu peux venir prendre ma place ici si tu préfères. Alors. Bien, donc, comme je l'ai dit beaucoup, à la fin, j'ai l'impression de me répéter, de devenir ma propre caricature, donc ça devient très embêtant. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que le métabolisme urbain ? Alors, je vois qu'il faut que j'appuie sur ce truc, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois viser, c'est ça le problème. Donc, il faut que je demande de l'aide. Ah, voilà. Bon, pour certains d'entre vous, c'est peut-être déjà quelque chose de su et reçu. Sans rentrer dans toute l'histoire de ce terme, initialement, c'est un terme qui vient de la chimie et qui désigne finalement le changement, et en particulier le changement dans la nature moléculaire des corps. Alors on peut se dire, wouh, quel rapport avec l'urbanisme, avec l'aménagement, avec la ville ? Mais en gros... Ce qui est sous-tend la question du métabolisme, c'est finalement à la fois la question du changement et la question de la circulation matérielle, dans un premier temps, parce qu'au XIXe siècle, on n'y mettait pas d'énergie, et puis aujourd'hui, la circulation de l'énergie. Et finalement, on pourrait dire que le métabolisme urbain, je passe un peu vite parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. C'est tout simplement l'ensemble des flux et des stocks d'énergie et de matière qui sont mis en œuvre, qui sont nécessaires au fonctionnement des villes et qui sont faits de toutes sortes de choses, d'aliments, de matériaux de construction, de pétrole, de tables, de chaises, etc. Et l'intérêt pour le métabolisme, alors il a été très implicite au XIXe siècle pour le métabolisme urbain. Il a parcouru les politiques publiques, les politiques urbaines au 19e, même si on n'employait pas forcément le terme.
bien que Marx l'ait employé. Il est monté en puissance après la Deuxième Guerre mondiale avec les travaux d'un certain nombre d'écologues, en particulier Eugène Odoum, Paul Duvigneau, qui ont, eux, véritablement essayé d'approcher la ville comme un écosystème. C'est ce qui est représenté par l'écosystème URPS, comme on le voit ici à droite, de Paul Duvigneau, et qui ont donc véritablement adopté ce point de vue matériel et énergétique. Et puis, à partir du XXe siècle, on a vu d'autres termes émerger qui complètent cette approche de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui sont ceux, pour certains, d'écologie sociale, pour d'autres, d'écologie territoriale, qui mettent l'accent sur le fait que donc, il est important d'avoir cette attention matérielle aux espaces urbains, que cette attention matérielle, elle doit donc être spatialisée. C'est bien d'avoir une vision de la matérialité des sociétés, mais les choses se passent quelque part et ça n'est pas indifférent. Et puis, cette attention, elle doit être aussi socialisée parce que ces flux, ces stocks, ils ne naissent pas, si je puis dire, par l'opération du Saint-Esprit. Ils sont liés à des choix qui sont des choix politiques, qui sont des choix de stratégie d'entreprise. Ils ont des effets sur l'environnement, sur les écosystèmes, sur les sociétés. Et donc, il est important d'avoir cette vision d'ensemble. Donc voilà, en gros, ce dont on veut parler quand on évoque la question du métabolisme urbain. Alors, on pourrait aussi parler de métabolisme territorial si on voulait analyser d'autres types de territoires, et on verrait que les flux ne sont pas exactement les mêmes. Mais là, pour l'instant, on va se concentrer sur la ville. Merci. Est-ce que tu peux aider les acteurs de la ville qui sont là à évaluer sur un territoire le périmètre du métabolisme urbain? Ce n'est pas un savoir qui est aisé à intégrer. Si les aménageurs ici présents ou les maîtres d'ouvrage ont envie de te suivre, comment font-ils? Qui fera l'expertise? Alors, on a des exemples de plus en plus nombreux de quantification, tout simplement, du métabolisme. Ici, j'ai repris quelques exemples. Donc, un travail qui a été fait à l'échelle de Bordeaux Métropole, l'autre à l'échelle de Plaine Commune, un autre à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, ça, c'est un peu le point de départ du travail sur le métabolisme, même si ça ne s'arrête pas là, on va essayer de quantifier. Alors, effectivement, tu dis, Ariella, que c'est quelque chose qui est étrange, bizarre ou difficile d'une appropriation difficile, mais en fait, c'est pas forcément facile à quantifier, mais finalement, se dire qu'il y a des trucs qui rentrent et des trucs qui sortent, ça, c'est assez facile de se dire, effectivement, lorsque on a des projets d'aménagement, il va y avoir des matériaux de construction qui vont être mis en œuvre, il va y avoir des camions qui vont arriver, il va y avoir des déchets qui vont être produits. Donc, finalement, tous ces principes, ils sont relativement simples, même si la quantification n'est pas toujours facile, mais il se trouve qu'il y a de plus en plus d'expériences, comme je le disais, de quantification qui montrent qu'on peut y arriver avec des outils qui sont alors, de plus en plus robustes, même s'il y a beaucoup d'erreurs dans ces calculs qui sont liés à la mauvaise qualité des données. Ensuite, si on s'intéresse plus précisément à l'urbanisme et à l'aménagement, en fait... force est de constater que, comme je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais plus si je l'ai dit, l'urbanisme et l'aménagement, ce sont les principaux consommateurs de matière et d'énergie à l'échelle planétaire. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est un bilan de matière qui a été fait pour la région Île-de-France, pour l'Institut Paris Région, avec le bureau d'études Cité-Source. Moi, je n'ai fait que le schéma. Mais si vous regardez les deux graphiques de droite, vous verrez que finalement, dans les matières qui sont mises en œuvre, celles qui pèsent le plus, ce sont à l'échelle mondiale les minéraux non métalliques. Donc ça, c'est essentiellement des matériaux de construction. Et si on regarde les stocks, si vous regardez l'image en bas à droite, on se rend compte du fait que
le stock actuel de bâtiments et d'infrastructures à l'échelle de la biosphère dépasse le stock de la biomasse. Alors on peut dire que c'est une comparaison un peu bizarre, mais c'est une façon de montrer ce que c'est que le poids des sociétés humaines et son incarnation à travers finalement les actions d'aménager et de construire et de bâtir. Il y a une autre chose qui est extrêmement importante, je pense, c'est que si l'urbanisme et l'aménagement engendrent de très grands mouvements, finalement, de matière, au moment du projet, au moment de la réalisation de la ZAC, du projet d'infrastructure ou que sais-je encore, ils façonnent aussi le métabolisme au quotidien. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, dans le métabolisme du quotidien, on va avoir par exemple de l'eau, on va avoir des nutriments, donc ici de l'azote, on va avoir de l'énergie, bien sûr, des déchets qui vont être produits, mais tous ces flux, en fait, ils ont été configurés par le projet et par la façon dont le projet a été conçu. Donc ça veut dire que le projet, en fait, définit ce qui va se passer par la suite en termes de métabolisme et notamment en termes de linéarisation du métabolisme. C'est une expression que je n'ai pas encore employée, mais en gros... Pardon. On connaît tous cette expression qui caractérise le fonctionnement actuel des sociétés, donc extraire, produire, consommer, jeter. C'est ça qu'on appelle le métabolisme linéaire. Et finalement, la manière dont sont conçus les projets d'urbanisme, d'aménagement, d'infrastructure, soutient ce métabolisme linéaire qui est de fait insoutenable. Alors, qui réalise ces expertises ? Qui est en mesure de le faire ? De réaliser à part toi et ton équipe et tes étudiants? Non, alors moi, en fait, je quantifie relativement peu. Il y a des gens qui quantifient beaucoup mieux que moi. Donc, je l'ai fait au début parce qu'on avait très peu. En fait, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de travaux sur la quantification du métabolisme urbain en France et il y en avait très peu à l'échelle internationale. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de lieux dans lesquels on sait très bien le faire. Dans les agences d'urbanisme, on a des expertises qui sont en train de se développer sur ce sujet. On a aussi des bureaux d'études qui ont été montés sur ce sujet. J'ai parlé de Cité Source il y a quelques instants, mais Indigo aussi est dans la partie, etc. Donc il commence à y avoir un petit noyau d'acteurs qui sont tout à fait en mesure de réaliser ce type de bilan. Plus les étudiants que tu formes. Oui. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, qu'est-ce qui se passerait si on continue à ne pas en tenir compte ? On peut connecter ça à la question... j'ai oublié de parler de ça, tiens, je vais y revenir après. On peut connecter ça à la question des limites planétaires, qui est bien connue aujourd'hui. En fait, cette approche du métabolisme urbain, elle rentre en lien très nettement avec celle des limites planétaires, puisqu'on la retrouve dans quasiment toutes les limites. Et ce que l'on voit, c'est que ce métabolisme linéaire est très intense, qui mobilise des quantités énormes d'énergie et de matière, il conduit presque irrémédiablement au dépassement de ces limites. Alors on pourrait critiquer scientifiquement ces limites, pourquoi 9, comment on les établit, etc. Mais on peut garder quand même à l'esprit la valeur heuristique de la notion. Et donc en gros, ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de ressources de toute façon s'épuiseront ou seront de plus en plus difficiles à extraire. Et l'on sait aussi que les rejets qui sont liés au métabolisme linéaire conduisent à une dégradation de l'habitabilité de la planète, que ce soit pour le vivant tout entier ou pour les humains. Donc, ce que j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais ce que l'on peut en conclure, c'est qu'il y aurait une nécessité de transformer ce métabolisme. Alors, tu as développé une pratique des scénarios qu'on connaît bien en urbanisme, que l'équipe Seki Vigano a beaucoup pratiqué, et tu l'as fait sur de nombreux territoires. Est-ce qu'on peut voir ce que ça donne ? Alors, effectivement, on a développé dans différents cadres des scénarios de prospective.
avec notamment, c'est celui dont je vais parler parce que c'est le plus disruptif, je pense, c'est les scénarios qu'on a réalisés dans le cadre du PIRENSEN. Donc le PIRENSEN, c'est un programme interdisciplinaire de recherche qui porte sur le bassin de la Seine, que vous voyez en bas à droite, au cas où, et qui, à l'origine, a surtout pour vocation de s'intéresser à la question de l'eau, de la qualité de l'eau, des milieux aquatiques et de l'ensemble du réseau hydrographique. Mais il se trouve que dès qu'on s'intéresse à l'eau, on est obligé de s'intéresser à tout, puisque on peut dire que tout commence dans l'eau, tout finit dans l'eau, malheureusement. Progressivement, ce programme s'est intéressé à des aspects beaucoup plus territoriaux, notamment au système agri-alimentaire, mais aussi aux questions urbaines, etc. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, après avoir réalisé un premier scénario qui était plutôt un scénario au fil de l'eau, qui montrait que même avec des politiques environnementales assez volontaristes, le fil de l'eau du métabolisme linéaire ne permettait pas de restaurer la qualité des milieux aquatiques et la qualité des milieux en général. On a réfléchi à des scénarios de sobriété. Donc la question qu'on se posait, c'est vraiment la question qui est mentionnée en haut à droite, c'est peut-on être sobre ? Est-ce que un mode de vie sobre, une organisation de la société, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'avoir des petits gestes qui ne servent pas à grand-chose finalement, mais est-ce qu'une organisation des sociétés qui prendrait pour partie la sobriété serait possible, ne serait-ce que physiquement ? Par exemple, là je prends le premier scénario qu'on a appelé les villes en leur bassin. Si on mettait tout le bassin de la Seine en polyculture élevage biologique, en disant que finalement on va diminuer par 2 la consommation de protéines d'animal, si on disait que simultanément on va quasiment sortir des combustibles fossiles, donc vous voyez qu'ici on est à 95% d'énergie renouvelable, est-ce que le bassin de la Seine pourrait nourrir ses habitants ? Est-ce qu'il pourrait produire son énergie ? Et ce que montrent ces scénarios, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, c'est que c'est possible, c'est physiquement possible. C'est-à-dire qu'avec ces hypothèses que je viens d'énoncer, eh bien, on peut nourrir tout le monde, on peut continuer à exporter de la nourriture, même si c'est moins qu'aujourd'hui, et on peut produire son énergie. On peut aller vers des scénarios encore plus sobres. Et donc, finalement, ce que montrent ces travaux, qui sont des travaux vraiment pluridisciplinaires, on ne peut pas faire ça tout seul, c'est que les alternatives sont, encore une fois, physiquement possibles. Et donc ça, c'est un peu une réponse à un certain nombre de discours qui consistent à dire non, mais vous êtes des rêveurs avec vos histoires d'énergie renouvelable, machin, etc. Ça n'est pas possible, on va tous mourir de faim, de froid, de chaud, de je ne sais pas quoi. Et donc voilà un peu l'idée qui se cachait derrière ces scénarios. Alors je peux juste vous montrer ce que ça donne, par exemple, comme mix énergétique, pas mix énergétique, mais comme consommation énergétique dans les 2 scénarios. Donc, on a la référence, les villes en leur bassin que j'ai évoqué, et puis celui dont je n'ai pas parlé, qui est encore plus sobre, post-métropolisation. Et vous voyez qu'on arrive à des niveaux de consommation énergétique qui sont très faibles, et grâce à cette sobriété, on a une possibilité de produire. Pour relier ça à la question de l'urbanisme et de l'aménagement, rapidement, dans ces scénarios, ce qu'on a aussi imaginé, c'est que finalement, on poussait le curseur sur les énergies et les ressources en général renouvelables. Mais on sait bien qu'il y a certaines ressources qui ne sont pas renouvelables et dont on aura besoin. Par exemple, des métaux. Et donc là, l'idée qu'on a aussi mise en avant dans ces scénarios consiste à dire que finalement, en termes de ressources non renouvelables, on a déjà énormément extrait et qu'on peut très bien émettre l'hypothèse qu'on pourrait vivre sur ce que l'on a extrait et donc vivre sur ce qu'on appelle les mines urbaines, par exemple Roissy qui ne servira plus à rien et qui permettra de fournir un très grand nombre de matières premières secondaires. Tu as mené des scénarios ailleurs également, notamment à Toulouse, des scénarios passionnants. Est-ce que ces scénarios ont été suivis de décisions, d'engagement des collectivités ?
Eh ben, il se trouve que j'ai rencontré vendredi un aménageur de Toulouse qui travaille sur le projet, le très gros projet Paléficat, et qui m'a indiqué qu'ils sont en train de réfléchir à la séparation à la source des urines. Alors, c'est pas forcément grâce à nous, hein, parce que cette idée de séparation à la source des urines, elle est dans l'air, si je puis dire, depuis quelques années. Mais en tout cas, c'est plutôt rassurant de se dire qu'un aménageur prend ce sujet à bras-le-corps, sachant que c'est quand même pas la tasse de thé des aménageurs que de s'occuper des urines, des toilettes à séparation, des usines d'engrais et toutes ces sortes de choses. Paris et Métropole l'a fait, oui, bien sur sûr, l'opération Saint-Vincent-de-Paul. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, Sylvie Borst m'a dit que le travail qu'ils ont mené va s'étendre jusqu'à la périphérie et jusqu'aux villes voisines. Donc ça commence à prendre effet. Oui, alors effectivement, Saint-Vincent-de-Paul est un peu pionnier à l'échelle d'une opération d'aménagement, mais il faut voir que derrière, il y a eu un travail de titan qui a été fait, notamment par un programme de recherche-action qui s'appelle OCAPI, qui a aidé à pousser cette idée, parce que pour Saint-Vincent-de-Paul, ça n'était pas gagné, ça a pris plusieurs années, il y a eu des allers-retours, on a régulièrement pensé que ça ne se ferait pas. Bon, finalement, ça se fait, et tant mieux. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment pourrait évoluer la commande urbaine, qui aujourd'hui ne porte pas du tout sur ces sujets, et même pour aller plus loin, comment pourraient évoluer les politiques publiques? Parce qu'on a quand même besoin d'engagements nationaux pour que les choses changent, voire européens. Déjà, je pense que cette question de la sobriété, qui n'est pas... Alors, on pourrait dire, oui, ça y est, la sobriété est à l'agenda, mais souvent, en fait, la sobriété qui est mise en œuvre dans les politiques publiques est de l'efficacité déguisée en sobriété. Or, il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont montré que, d'abord, la sobriété, ça n'est pas forcément l'efficacité, et que, finalement, le premier pas qu'il faudrait faire, c'est celui de la sobriété. Il y a une autre chose qui est, tu as mentionné tout à l'heure la domination de la décarbonation. C'est vrai que il y a déjà, notamment en France, mais pas que, dans beaucoup de projets, un primat en quelque sorte qui est donné à l'énergie. C'est-à-dire que même si la hiérarchie des déchets indique que la valorisation énergétique passe après la valorisation matière, on va avoir beaucoup de cas où on va privilégier l'énergie à la matière. Moralité, on va développer des projets qui consomment beaucoup d'argent et produisent peu d'énergie, alors qu'ils pourraient consommer beaucoup moins d'argent et produire beaucoup plus de matière, notamment des nutriments qui permettraient de contribuer à l'alternative aux engrais industriels. Donc, c'est ce que l'on voit, par exemple, justement, si je repars sur les engrais, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de politique de l'azote et du phosphore. Alors, on pourrait me répondre, mais non, il y a la directive nitrate, il y a les directives résiduaires urbaines, etc. Mais ces politiques ne sont pas coordonnées. Et donc, on n'a pas de coordination, finalement, autour de cette question extrêmement importante qui est celle des nutriments. On a aussi, on voit bien que dans le domaine de la construction, on voit se développer le réemploi. Alors le réemploi actuellement, il n'y a pas énormément d'analyse de chiffres récents, mais on serait autour de 1% de réemploi. Et dans les projets, quand on arrive à 2%, c'est formidable. Et on voit bien que du coup, ça veut dire que le réemploi, c'est important, mais ça ne suffit pas. En ce qui concerne le recyclage des matériaux de construction, réemploi ou réutilisation, on voit bien, on a tout le débat sur le sous-cyclage, etc., etc. Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que le modèle dominant est trop fort, il est trop bien rodé. Et donc, qu'il y a une réflexion à conduire, comme ça a été fait pour la circulation automobile en ville. Quand on s'est rendu compte du fait qu'améliorer l'offre de transport alternative ne suffisait pas, qu'est-ce qu'on a fait? On a dégradé l'offre automobile en réduisant le tuyau
accordé à l'automobile, donc en enlevant des fils de circulation, etc. Et donc la question là, c'est comment est-ce que l'on peut dégrader le système dominant qui repose sur une utilisation massive du béton, de matières premières pas du tout secondaires, etc. etc. Donc après, bon, on a aussi toute la question de la culture des aménageurs, des urbanistes, etc. Et enfin, c'est pas enfin, il y a plein d'autres trucs que je ne sais pas, etc. On voit bien que, et ça c'est très discuté en ce moment, et je ne suis pas du tout experte de la question, mais il faut le mentionner, la question de l'économie de l'aménagement se pose et de la façon dont on valorise en fait l'évitement, puisque en fait c'est ça la question qui est posée, qui est que les projets sobres évitent des choses, mais aujourd'hui il est très difficile de valoriser, par exemple dans un bilan, cet évitement. Et voilà. Merci Sabine. On reviendra avec toi dans le débat, notamment avec Raphaël Catonnet sur justement la manière dont les aménageurs peuvent s'adapter. Et ce que ça implique aussi sur la façon de compter les sommes qu'on investit et les sommes qu'on pourrait ne pas dépenser lors des catastrophes, et notamment en termes de santé, qui peut peut-être être un levier d'action. On y reviendra. Rainer, tu peux installer ton ordinateur pour nous faire une présentation. Non, là, on change de pays, on va en Norvège. Alors, la Norvège est très coupable puisqu'elle fort du pétrole, mais comme j'ai dit tout à l'heure, elle a quand même des stratégies urbaines écologiques tout à fait exemplaires. Ça marche, oui. On y va. Alors, on va commencer non pas par Oslo, mais par ton travail. Tu as mené un travail admirable pour remettre en eau un ruisseau principal, qui est un ruisseau très urbanisé, qui était une source urbanisée. Et tu as travaillé là-dessus une vingtaine d'années. Donc tu vas nous raconter comment tu as procédé pour remettre en eau ce territoire et le doter de très nombreuses qualités. On verra le lien avec notre projet d'aujourd'hui, notre problématique d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation aux conférences débat du 5 à 7. Préparer et réparer les territoires. Mon foyer est bien dans le paysage du sud-est de la Norvège et dans les langues scandinaves, mais aussi en français. Car j'habite ici aussi. Et la Seine est mon grand ami. Hier soir, au coucher du soleil, depuis mon balcon, j'habite parmi des platanes. La conférence portera sur un petit ruisseau, se termine dans le fjord d'Oslo, qui mène à l'une des plus petites mers d'Europe. Ça s'appelle le Skagerrak, entre les 3 pays scandinaves. Oslo est situé juste à l'extrémité la plus intérieure du fjord, qui s'étend sur 200 km à l'intérieur des terres. Je veux dire que presque la moitié de la population de pays vit dans cette région. Marka, c'est une forêt verte qui entoure la capitale norvégienne. La ligne rouge indique la limite de la protection de Marka à environ 220 mètres au-dessus du niveau de la mer et ne doit pas être construite en raison des sources d'eau dans la forêt qui fournissent l'eau potable de la ville. La grande surface blanche est l'eau potable d'Oslo, derrière les chaînes quadruples nommées les 4 frères, 4 troncs, une couronne. Il se trouve environ 500 lacs et étangs ici, et nous parlons de facteurs de délice, c'est-à-dire, entre autres choses, l'eau pour se baigner dans la verdure. Je présenterai les 7 facteurs de délice à la fin, mais d'abord 110 ans de travail pour rouvrir les rivières et les ruisseaux d'Oslo. De ces 500 lacs, des petits ruisseaux et des petites rivières traversent la ville et descendent jusqu'au fjord au sud.
il y a 13 cours d'eau principaux. À travers ceci, la ville d'Oslo a depuis 1916 développé un système de parcs. Lorsque l'autorité de parc a été créée en tant qu'agence municipale en 1916, l'architecte paysagiste Rønne est devenu le chef de nouveau département de ces parcs. Il était responsable d'un système de promenade, le plan intitulé De Ride à Fossette, qui consistait à créer un parc vert le long des quartiers les plus pauvres, s'inspirer du collier vert le long de la Mud River à Boston par Olmsted. Comme les conifères, ça c'est une photo que j'aime le plus presque, c'est proche de mon cœur. Comme les conifères poussent dans les forêts où il fait plus frais en été et plus froid en hiver, le fjord crée un bon climat local dans l'Oslofjord qui bénéficie les arbres nobles qui aiment la chaleur. En réalité, tout le fjord, c'est un grand parc. Ça fonctionne comme un grand parc. Je montrerai le travail de mise à jour d'un petit ruisseau, un des 13, le plus petit, le plus pollué, le plus difficile d'ailleurs, qui maintenant a été rouvert sur presque 7 km dans la zone de la construction comme un tout nouveau système de parc pour le 21e siècle. Et surtout ces deux parcs à droite, desquels j'ai présidé comme paysagiste durant une période de 17 ans. Je pense que cela peut être appelé le parc norvégien. C'est ce que je dis à l'étranger, pas en Norvège. Le long d'un petit ruisseau avec suffisamment d'eau, avec une topographie vallonnée et rocheuse, ce qui signifie des milliers de petits ruisseaux et des petites rivières venant de la montagne, à travers la forêt, puis à travers la banlieue et le centre-ville jusqu'au fjord. C'est simple, hein? C'est hyper simple. Ces ruisseaux sont une raison parfaite pour créer un système de parc. D'ailleurs, ce petit ruisseau ne sèche jamais. C'est une source éternelle. C'est fascinant que ce petit cours d'eau peut maintenir des grands plans urbains dans une capitale européenne du XXIe siècle. Donc voilà la notion urbanisme de ruisseau, creek urbanism en anglais, inventé par l'urbanisme Kelly Shannon à mon école. Les ruisseaux sont devenus pollués et canalisés à partir de la deuxième moitié des années du XIXe siècle. La raison est évidente, comme nous pouvons le voir sur la photo à droite, où la direction des ressources en eau de Norvège inspecte la pollution et la misère en 1960. Nous travaillons avec une maquette qui communiquait bien. L'une des résidentes, elle s'appelle Ruth, qui vivait là depuis que les immeubles étaient neufs dans les années 50. Elles sont sceptiques, ces femmes, hein, ces dames, a demandé si nous pouvions pas simplement appeler un bon jardinier pour planter des fleurs et qu'elle ne comprenait pas ce mouvement de rouvrir l'ancien ruisseau. C'est toujours intéressant de voir avant et après. L'aspect innovant de ce projet, c'est de découvrir le ruisseau après 70 ans. Vous voyez bien qu'il n'existe pas à gauche et qu'il a beaucoup d'asphalte. Oui. Et puis ce que j'ai compris, que je devrais aussi inclure le bloc de 8 hectares, que ça devienne aussi une sorte de parc public. Même si seulement la moitié en était. À droite, on voit bien les systèmes de promenade en gravier rose et le ruisseau presque noir. Lorsque nous avons commencé le projet il y a 17 ans, avec l'ouverture de ruisseau, nous avons rencontré une vallée sombre où le ruisseau se trouvait à 5 à 7 mètres
sous nos pieds. L'asphalte, un désert de pelouse, les fils électriques, les façades sans fenêtres accentuaient la tristesse. Regardez maintenant, ou avant et après. 10 ans plus tard, on voit la vallée replantée avec des arbres locaux. Et j'aime bien la notion de réparation d'un écosystème. Et je sais que tous mes projets sont une espèce de réparation. Je souhaite ça. C'est comme on a réveillé le paysage. Se sont replantés avec des arbres locaux. Le ruisseau voit enfin à nouveau la lumière après 70 ans. L'eau courante, là, il gèle, là, il fait moins 10, 15. Mais l'eau courante est peut-être à 4 degrés. Le lit de ruisseau dégelé et a emporté l'air froid hors de la petite vallée. Ça, j'ai compris après. Après un été sec en 2014, je veux dire que le parc n'était pas vraiment vert avant l'été 2015. En Norvège, il faut s'attendre à 3 à 5 ans avant de ressentir une véritable ambiance de parc grâce à la végétation. En Scandinavie, on parle beaucoup du terrain, du jeu naturel. C'est un concept important. L'enfant doit trouver quelque chose par lui-même, sans l'aide des fabricants d'équipements de jeu. Les petites filles, devant nous, montrent que l'eau courante est le meilleur terrain de jeu du monde. Bon, c'est ce que je dis toujours. Pas besoin d'acheter quelque chose. Tandis qu'un garçon récupère la balle qu'il a fait tomber dans le canal. Dans ces petits ruisseaux, il est important de créer des petits barrages afin que l'eau reste pendant les périodes de sécheresse. Et puis, nous travaillons toujours avec des écologues. Et dans ce cas, un spécialiste de poissons qui décrit des grains de sable arrondis pour ne pas blesser les ouïes des truites. Le ruisseau forme un étang avec une plage. Et ça m'a pris 60 ans de comprendre ça, que l'eau de la forêt sont en réalité des eaux de la nappe phréatique qui coulent, sauf s'il ne pleut pas. Après la réouverture de ruisseau, le service des eaux et des égouts a découvert qu'il y avait plus que 30 connexions d'égouts défectueuses, où les eaux usées étaient dirigées dans le ruisseau, puis dans le fjord où nous nageons et pêchons. Alors que le parc coûtait 5 millions d'euros et le pavillon 1 million d'euros, la réparation des 30 mauvais branchements a coûté 6 millions d'euros. Maintenant, ça a été réparé et l'étang est maintenant propre. Plus que 40 000 plantes vivaces sont plantées comme des couvertures de couleurs à l'échelle du parc. Les fleurs sont importantes. Les fleurs contribuent à créer une sensation de parc, quelque chose qui manquait dans les banlieues d'Oslo. Nous avons entendu une dame dire que sa vie était complètement changée après le parc. Elle n'a plus besoin de parcourir plusieurs kilomètres pour prendre un café ou un verre de vin au centre-ville. Le pavillon est conçu comme une orangerie orientée à l'ouest, non pas pour des plantes à pot, mais pour les gens, pas seulement en saison froide, mais toute l'année. En tant que premier parc de l'histoire, le parc a remporté le Grand Prix d'architecture d'Oslo. Après, cette section de 7 km se compose d'une série de nouveaux projets immobiliers où le ruisseau ont été rouvert. Et c'est important
qu'à Oslo, maintenant, les règles d'urbanisme obligent les promoteurs qui veulent construire de nouveaux bâtiments de rouvrir les ruisseaux. Ici, on voit encore 3 trajets sur lesquels j'ai travaillé où les promoteurs ont financé. Nous avons conçu un grand étang à l'échelle de la petite colline pour créer un nouveau parc aquatique. C'est un bassin de rétention pour les sédiments sur ce qui était autrefois une briqueterie et plus récemment un dépôt de neige avec de la neige sale, des poussières d'asphalte et des métaux lourds. C'était un des pires endroits de la Scandinavie. Et un bon conseil à tout le monde est qu'un étang ne peut jamais être trop grand. Ici, le ruisseau est régulé en tant qu'élément central bleu-vert dans un plan de ville complètement nouveau pour le quartier. Et vous pouvez voir que la nouvelle masse de bâtiments s'élève le long de l'avenue avec le ruisseau au milieu. Et je pense que c'est une des rares avenues avec un ruisseau et des petites cascades. La phytogéographie est l'étude de la répartition des plantes sur Terre. Elle est un lien entre la botanique et la géographie. Et maintenant, la ville d'Oslo ne souhaite utiliser que des plantes locales provenant du fjord d'Oslo et de la Scandinavie méridionale dans les parcs publics. Pour chaque espèce, pour chaque projet public, on doit faire un contrôle écologique. Ça veut dire utiliser un système national qui décrit si la plante est invasive ou indigène. Et je veux dire, c'est très facile, comme il y a 1500 ou 2000 espèces indigènes. À partir de maintenant, je ne décris que des plantes scandinaves maintenant dans mes projets. Dernier parc, c'est le Klosterenga, c'est un parc de sculpture, aussi environ de 4 hectares, d'une zone d'un parc plus grande de 20 hectares. L'idée du parc de sculpture avec de l'eau de ruisseau a été lancée il y a 35 ans, jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Là aussi, plusieurs organisations locales ont contribué à exercer des pressions sur les politiciens pour financer un parc valant environ 20 millions d'euros. La combinaison innovante, c'est le premier chantier du monde qui était complètement 100% électrifié. Des grues, des camions, des voitures, tout. C'était un chantier presque sans bruit. La prochaine fois, je vais vous montrer, il avait les grues avec une file d'électrique. Mais j'ai pensé à ça aujourd'hui, comme c'était trop tard. Et c'est aussi le premier parc à grande échelle, uniquement avec des plantes locales. Donc, après ces 25 années de travail avec les parcs de ruisseaux, je lance donc les 7 délices, les 7 facteurs de délices. Numéro 1, bien évidemment, c'est bien sûr l'eau naturelle. Le clapotement de ruisseaux, important. Le délice numéro 2, c'est le système de promenade directement, je veux dire, inspiré des grands parcs parisiens du 19e siècle, généreux en bancs et lampadaires. Et numéro 3, le troisième facteur est la verdure aussi, je veux dire, bien évidemment, des arbres locaux, des arbustes, 50 000 plantes vivaces sont plantées pour créer un parc luxuriant. Il faut planter beaucoup. Il faut que ça soit luxuriant, les plantations. On peut jamais planter trop, je veux dire. Numéro 4 concerne les animaux. L'eau attire toujours toutes sortes de vivants. Numéro 5, c'est nous. L'eau attire aussi les êtres humains. L'eau, c'est la vie. Le 6e facteur de délice, c'est l'éclairage.
nous essayons toujours de travailler avec des éclairagistes. Ça donne une autre dimension dans les projets. Et numéro 7, le 7e facteur de l'IS est de l'œuvre d'art qui donne une autre dimension au parc. Voilà, ce sont les 7 de l'IS. Nous travaillons maintenant sur un livre pour le parc. On va le lancer ce septembre. Nous avons engagé un photographe de papillons, il s'appelle Rune Clausen, qui peut nous informer que certains de ces papillons n'ont jamais été enregistrés dans le centre-ville. Ils sont aussi délicieux, sont divins, ces papillons. Chaque projet donne naissance à un nouveau projet. Donc, une des dernières parties de ruisseau souterrain avant le fjord est aujourd'hui une ancienne autoroute urbaine des années 70. Et là, il y a du travail à faire. C'est vraiment la rue la plus triste et la plus grise de la ville. Utiliser l'eau et la verdure avec ces méthodes paysagères est une stratégie préventive face à un climat changeant, mais je veux dire aussi pour la vie et l'art de vivre. La verdure cultive la ville et l'eau introduit la vie et la fraîcheur. Tous les grands projets prennent facilement 10 ans en Scandinavie, depuis l'idée, la planification, la conception et la construction. Cette image montre la même situation dans 9 ans. Après presque un siècle de travail, surtout par les paysagistes et les ingénieurs d'eau, la rouverture des ruisseaux des rivières d'Oslo, désormais avec des plantes indigènes, fait partie du patrimoine culturel et naturel de la Norvège. Merci. Merci Rainer. Je rappelle dans ce que tu nous as présenté, ce qui relève des politiques publiques d'Oslo. C'est-à-dire, le service des eaux est le maître d'ouvrage. Il reçoit une taxe indépendante de celle que les habitants payent à la ville. Ils sont très riches. Et c'est eux qui font la commande paysagère et la remise en état des ruisseaux. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est essentiel. Oui, c'est très important qu'il a un client qui comprend comment faire. Et qu'il y a de l'argent. Oui. Il peut passer commande. L'autre chose, c'est que le rôle des assurances est important, puisque les assureurs font payer beaucoup plus au service des eaux si les eaux sont enterrées. Donc, il y a un rôle déterminant des assureurs. C'est vrai, il y a un problème d'eau dans les caves. C'est tout simplement, c'est tout bête. Et puis, la direction d'eau paye beaucoup plus à l'assurance pour des problèmes d'eau. Et c'est beaucoup moins cher de rouvrir les ruisseaux. Donc, c'est très simple. Et je gagne souvent mes projets et mes débats avec une feuille de Excel où je donne, voilà, ça coûte X. Et c'est souvent la moitié du prix de Y. Parce que c'est pas cher de faire des parcs. Un rond-point, ça coûte 5 millions d'euros. Et les grands parcs que je te montre, le premier parc, ça coûtait 5 millions d'euros. Donc, sur 20 ans. Tu as travaillé 20 ans sur ce... Oui, c'est un peu plus, d'accord. Il y a il y a 5 ronds-points. Oui, c'est un peu plus que ça. Et puis le fait d'imposer des plantations locales, c'est aussi une politique de la ville d'Oslo. C'est imposé. Et si j'ai bien compris, il y a également une obligation pour le promoteur de remettre l'eau. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc, il y a une série d'éléments de politique publique qui rendent possible ce qu'on vient de voir.
Et puis, par rapport au mètre carré, on gagne plus d'argent si on a côté jardin, côté parc. Donc, tout le monde gagne avec ce chiffre-là pour rouvrir les ruisseaux. C'est bien pour tout le monde. On reviendra dans le débat, et j'aimerais aussi la réaction de Sabine à cet égard. Mais avant que Sabine réagisse, je voulais interpeller Henri Bava. Tu peux venir avec nous, Henri ? Parce que Henri Bava, l'agence Terre, doté également du Grand Prix du paysage et du Grand Prix de l'urbanisme, 2017 je crois, entreprend des actions à très grande échelle, notamment le long de la Garonne. Tu as eu aussi le Grand Prix du paysage européen pour le projet sur les 3 pays qu'on a présenté dans différentes instances. Et ce serait intéressant que tu nous dises comment votre équipe travaille maintenant avec des écologues et même envisage d'associer, pas d'embaucher, d'associer un écologue. Oui, tout d'abord, merci d'inviter à la fois des scientifiques, chercheurs et des paysagistes. Ça me paraît être un point essentiel. Je suis moi-même éduqué en biologie au départ, donc scientifique, et un de mes associés aussi, avant même d'être paysagiste. Comme beaucoup de paysagistes d'ailleurs. Et comme beaucoup de paysagistes. Donc, Je pense à Fred Peter, Michel Desvignes. Et les paysagistes sont très proches des sciences de la vie, ce qu'on appelle les sciences de la nature et de la vie, une ancienne appellation. Et effectivement, c'est important donc d'associer ces différentes compétences. Alors comment ? Il y a différentes manières. Puisqu'on est aujourd'hui entre la France et la Norvège, parfois des Français sont appelés par des Norvégiens. C'est le cas de l'agence Terre, donc mon bureau, où ça s'appelle NGI, donc alors l'Institut géotechnique norvégien, l'Institut géotechnique norvégien qui nous a appelés, par exemple, pour répondre à un appel d'offres européen. Alors eux sont des chercheurs environnementaux, des géotechniciens. Ils sont concernés par le climat et toutes les études liées au climat, aux cours d'eau, aux fleuves et au sol. C'est ça qui nous intéresse. Ils sont venus nous chercher directement pour répondre à un appel d'offres européen, et en sachant très bien que nous ne sommes pas chercheurs, nous sommes paysagistes. Mais justement, au niveau européen, cette association chercheurs et maîtres d'œuvre, praticiens, est plutôt plébiscitée. Donc on a obtenu on a eu cette recherche qui s'établit sur plusieurs pays avec énormément de... on a plusieurs instituts qui coopèrent avec nous. Donc ça a duré à peu près 4 ans de travail commun. Donc ça peut être une première voie de travail ensemble. L'autre voie, c'est quand nous demandons directement à des... par concours ou directement, on appelle au quotidien quasiment des écologues, des spécialistes des sols, puisque le sol vivant, c'est ce qui nous concerne. Je pense à plusieurs. Je pense à... Alors, ça peut être plus spécifique, par exemple, sur le village olympique qu'on a connu récemment. Donc, on avait 5 ans pour développer des espaces publics sur un site industriel. Quasiment 0 mètre cube de terre végétale au début. Donc là, on a travaillé avec Urban Eco et Marine Linglard, qui a élaboré tout un système de réutilisation, non pas des sols en place, mais y compris des bétons, des débris de toute cette industrie qui restait, de les transformer en poudre, de les mélanger avec des intrants, des matières organiques, pour à la fin obtenir ce qu'on appelle un technosol. Donc on était très inquiets parce qu'on avait très peu de temps pour aboutir à ces espaces qui devaient être vivants, avec une biodiversité importante, avec beaucoup de plantes, comme dirait Rainer. Et on attendait, on se disait, mais alors, et ce process, où en est-on de ce technosol ? Donc, finalement, c'est réussi, les plantes poussent, enfin, on l'a vu récemment, donc il y a une croissance forte. Donc, on peut réutiliser des matériaux en place
pour faire évoluer le projet. Et puis après, sur des sites plus vastes, tu parlais de la Garonne, c'est ça, donc à Toulouse. Là, ça a commencé par une grande étude, je dirais un plan guide sur à peu près 40 km de Garonne. Et ensuite, il y a eu plusieurs concours. Donc, on a gagné un des concours, donc plusieurs séquences, je dirais, de Garonne. Et là, nous sommes sur l'île du Ramier, ça s'appelle, c'est une grande île fluviale. Et là, on travaille avec Écladonia, Gilles Gallinet, pour repenser que faire à partir des sols en place, qui sont la partie sur laquelle on travaille, c'était le parc des expos. Qui, suite à cette première étude de plan guide, a été déplacée, finalement, puisque la ville et la métropole toulousaine nous demandaient où se situe notre grand parc à l'échelle de la métropole. Notre réponse était, vous l'avez devant vous, c'est la Garonne, ou Garonne comme ils disent, et il y a 3000 hectares inondables. Donc non constructibles. Ces 3000 hectares, on a de l'agriculture, on a ce qu'on appelle les zones humides, et certaines qu'on a achetées depuis, que la métropole a achetées. Donc on préserve ces espaces. Et puis, et donc ces 3000 hectares, peut-être qu'il faut changer au départ juste le nom, la dénomination, si on les appelait le Grand Parc Garonne, par exemple. Donc Et donc ça a déclenché tout un travail avec les différentes communes le long du Grand Parc Garonne. Et il y a tout un travail intercommunal sur cette métropole qui est très actif. Et sur l'île du Ramier proprement dite, puisqu'il y avait le parc des expos et qu'on s'est dit finalement vous devriez renaturer le plus possible sur ce parc Garonne. Finalement, il y a eu la décision qui a été prise il y a quelques années donc de déplacer le parc des expos, de le mettre à proximité de l'aéroport, à Blagnac, puisque nous sommes dans une métropole, donc on déplace le parc des expos et on renature les sols. Mais les sols c'était du parking, c'était des halls d'exposition et autres. Et là, effectivement, le travail de Gilles Gallinet, l'Écladonia, c'était de retravailler finement comment créer des sols profonds sur de l'asphalte, du bitume et autres. Tout un travail de mycorhisation, comment on aide. Il faut un peu d'apport de terre végétale, mais il faut beaucoup de travail tout en finesse sur les sortes de champignons microscopiques qui aident les racines à attraper les nutriments dans le sol. Donc il y a un travail très fin. Là, on a besoin, encore une fois, donc nous, paysagistes, concepteurs, on a besoin de scientifiques et on a besoin de travailler avec eux, non pas comme des co-traitants ou des sous-traitants, mais on a besoin d'eux à la table du projet. On a besoin d'eux dès le départ pour prendre les bonnes décisions. Effectivement, puisqu'on parle de métabolisme global, essayer de comprendre le métabolisme global et quelle est la bonne direction à prendre tout de suite, même si on n'a pas tous les détails, et il faut qu'il soit là, présent, dès le début. Et de fil en aiguille, de projet en projet, s'ils interviennent avec nous dès le départ et qu'ils acceptent de jouer le jeu du projet, c'est-à-dire de ne pas se retrancher derrière une science ou juste un diagnostic fixe, mais qu'ils accompagnent et qu'ils sont avec nous et qu'ils nous donnent des idées aussi d'ailleurs d'orientation. Donc un vrai dialogue. Autant les associer. Donc c'est ce que nous avons proposé à l'un d'entre eux. Et puis il y a d'autres. On pourrait très bien imaginer un développement un peu plus ample de ce type d'échange qui est le moteur d'un bureau de conception, je dirais, de réalisation. Alors c'est peut-être un nouveau modèle, je pense que ça a été tenté il y a pas mal d'années. Beaucoup de bureaux d'études, de grands bureaux d'études actuels, sont orientés non pas sur cet échange avec, je dirais, très proche avec les concepteurs, mais ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils sont managers environnementaux. Avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, ils peuvent croiser toutes les données, proposer justement éclairer sur les dangers liés à l'eau, liés aux différents les dangers climatiques et autres. C'est bien, mais je préfère pour ma part que les bureaux de conception puissent attirer certains ingénieurs qui jouent ce jeu de la conception pour avoir des réponses singulières, ne pas être dans
une sorte de plomberie environnementale où voilà, on parle des flux. Une association dès l'amont. Dès l'amont, en profondeur. Tout à l'heure, Guillaume Hébert, une fabrique de la ville, qui travaille avec nous sur le sujet, a interpellé Rainer. Avec qui on a travaillé sur le village olympique, bien sûr, avec une fabrique de la ville. Il est parfait, Guillaume. Alors, il a interrogé Rainer sur les bons exemples. Et Rainer a cité l'Allemagne. Et toi, tu es professeur en Allemagne, à Karlsruhe. Alors, est-ce que c'est vrai, d'une part, que les Allemands, maintenant tu réponds brièvement, ont une avance par rapport à l'approche écologique? Et deuxièmement, est-ce qu'il faut faire évoluer la formation des architectes, des paysagistes, pour qu'ils intègrent mieux l'ensemble de ces questions? Première réponse, oui, ils ont une avance sur l'écologie. On est intervenu en Allemagne dès 93, 94, et ils pensaient d'abord à l'écologie. Je pense à Berlin, on a gagné un concours à Berlin d'ailleurs, où la primauté était donnée d'abord à l'écologie, et à l'époque on était encore dans le contrôle total, la domestication parfaite des espaces publics en France, et les Allemands acceptaient la broussaille, je dirais, au pied des arbres en pleine ville à Berlin. Donc l'écologie était première. Les Néerlandais aussi. Et les Néerlandais aussi. Ensuite, sur des grands projets, il y a des personnalités en Allemagne que tu connais. Je pense à Karl Ganser dans la Ruhr, qui a fait le lien entre effectivement l'écologie, mais aussi ce qu'ils ont appelé eux le design, la créativité, l'architecture et l'architecture du paysage. Et il a été un maître d'ouvrage très créatif. Mais je dirais, il a peut-être fait école, mais ce n'est pas, on ne peut pas penser que c'est une règle. C'est surtout une personnalité qui a décloisonné à peu près Absolument. Tout. Même cher Park reste exemplaire. Je vais t'arrêter là parce qu'il faut qu'on poursuive les débats, notamment avec Raphaël. Et j'aimerais une réaction de Sabine sur ce que tu as pu entendre sur le paysage, sur la Norvège. J'aimerais bien revenir sur la question de l'eau, puisque ce qu'on a vu dans cet exemple, justement, c'est vraiment cette histoire dramatique de la disparition des cours d'eau, puis l'histoire plus joyeuse, pourrait-on dire, de leur redécouverte. Il y a très peu de cours d'eau qui revoient le jour, quand même, si on essaye de faire un inventaire. Et il y a surtout une chose, moi, qui me paraît extrêmement importante, c'est que si on essaye de se placer dans cette longue durée qui a été abordée, on voit bien que au fur et à mesure qu'on a fait rentrer l'eau dans l'espace privé, on a dégradé et fait disparaître l'eau de l'espace public. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur l'eau dans l'espace public, ça fait un certain temps que ça dure, qui est extrêmement importante, qui pose tout un tas de problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas, mais cette réflexion n'est pas du tout connectée à la question de l'eau dans l'espace privé. Et donc, il y a une espèce d'impensé sur, par exemple, la diminution drastique des consommations d'eau dans l'espace domestique ou dans l'espace privé en général, qui pourrait se faire au profit de l'eau bien commun dans l'espace public, mais on est dans deux registres politiques, des registres d'action, des registres réglementaires qui sont complètement différents. Et je pense que la connexion des deux, elle est, c'est très spéculatif ce que je dis, mais elle est tout à fait fondamentale dans la mesure où toutes les les projections montrent que la ressource en eau va diminuer. Donc, je pense que cette approche qu'on a commencé à mettre en œuvre depuis un certain nombre d'années sur cette mise en valeur de l'eau aménité, il faudrait qu'elle soit prolongée et qu'elle englobe ceci, d'autant plus que on voit se développer de nouveaux usages de l'eau, ce qui est assez catastrophique compte tenu de ce que je viens de dire. Je pense par exemple au data center, mais aussi à un truc qui a un peu du plomb dans l'aile, mais qui quand même a tendance à se développer, qui est la production d'hydrogène, qui est elle aussi extrêmement consommatrice d'eau. Et donc il ne faudrait pas qu'on se contente
de découvrir des cours d'eau en oubliant tous ces éléments qui sont beaucoup moins sexy, c'est certain, mais qui remettent en question, encore une fois, l'habitabilité de la planète. Et qui montrent aussi, c'est une chose dont je devais parler, mais dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, bien sûr, les dépendances des espaces urbains à des espaces beaucoup plus vastes. On a vu pour l'eau, qui, bien sûr, ne se limite pas à l'espace urbain. On pourrait le voir pour beaucoup d'autres ressources. Donc, voilà, on a, je pense, un chantier immense sur cette question de l'eau, dont on a à peine ouvert aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui dans cette salle, mais aujourd'hui en général. Merci Sabine. Alors maintenant, Raphaël, tu vas prendre la place d'Henri, là. Merci Henri. Juste oui, une tu veux rajouter quelque chose ? qui est presque une question, pour relier, on parlait de Hampshire Park de la Ruhr et le travail de Rainer. C'est qu'en fait, l'eau n'est pas simplement... la rivière souterraine n'est pas complètement mise à jour. Il y a un double système. Il y a de l'eau propre, entre guillemets, qui est en surface, et il y a toujours un tuyau dessous pour l'eau beaucoup moins propre. Donc c'est le cas dans la Hampshire Park. La Hampshire est à double système, et ce que fait Rainer, tu vas nous éclairer là-dessus, est toujours à double système. S'il y a une grande inondation, il y a une espèce de cave. On a gardé l'ancien système aussi. Comme c'était hyper compliqué, on a fait un double système au centre-ville. C'est vrai. Merci Henri. Alors Raphaël, qui dirige une énorme société toulousaine au PDA Europolia, qui est vice-président du Club Ville Aménagement et avec lequel j'ai le plaisir de conduire ce groupe Préparer avec le soutien d'Isabelle Diaz et d'autres, et le concours de Guillaume Hébert. Alors, ce qu'on attend de toi, c'est compliqué. C'est-à-dire, quelle réaction tu as d'abord ? Ça, c'est plus simple par rapport aux propos qui ont été tenus et par rapport au sujet que nous voulons entreprendre ensemble. Et puis, dans un deuxième temps, comment les aménageurs peuvent s'emparer de ce propos, de ce savoir, de ces questionnements, dans un contexte qui est pas très bon, où en ce moment les opérations sont un peu endormies, où sont peu rentables, où le contexte est incertain. Est-ce que les aménageurs doivent changer de rôle, changer finalement de mission, de logique économique ? Donc voilà, tu as la partie la plus difficile. Alors, merci pour toutes ces questions. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ce qui me frappe là dans ce qu'on entend, c'est que, au fond, ce qui se joue là, c'est l'interaction finalement entre le cadre urbain, dont on est finalement des vecteurs de fabrication, la société dans laquelle on vit avec nos modes de vie, et puis un milieu naturel, la biosphère, et en fait, on doit piloter l'interaction entre tout ça. Et le cadre urbain dans lequel on agit, on intervient, c'est pas seulement le périmètre de notre opération, c'est pas seulement la métropole dans laquelle on travaille, vous venez de le redire, c'est un périmètre beaucoup plus large parce que finalement, la ville, elle exporte beaucoup d'externalités négatives dont on ne se rend pas compte. Enfin, j'aime bien le titre du livre sur le Grand Prix, rendre visible l'invisible. Parce qu'en fait, tout ça marche tellement bien, les flux sont là, et voilà, on peut continuer à fonctionner comme ça longtemps si d'autres limites ne viennent pas nous percuter. Donc vous montrez finalement on percute les limites planétaires aujourd'hui avec 7 qui sont dépassées. Il n'y en a plus que 2. Ça va être fini dans 3 ans, hein, je pense, le chantier des limites. Donc comment on peut faire ? Nous, évidemment, on a un rôle important. On représente la moitié de la production des déchets hein, dans notre activité de bâtiments, travaux publics. La moitié de l'extraction des
des ressources. Donc il faut pouvoir agir. Vous parliez du modèle linéaire. Quelque part, notre travail, c'est un travail d'essayer de recentrer cette droite pour la faire plus courbe. Donc nous conduire à beaucoup plus de sobriété. C'est-à-dire qu'au fond, avant de parler d'un projet, il faut se poser la question de est-ce que le projet est nécessaire ? Et ça, c'est une question qu'on n'aime pas trop parce qu'évidemment, on a plutôt envie de faire des projets. On a plutôt envie de transformer. Voilà, c'est notre modèle, il est d'ailleurs assis sur les flux. Les modes de rémunération de l'aménageur, aujourd'hui, c'est des modes de rémunération sur le pourcentage des recettes, le pourcentage des dépenses. On commence à se rendre compte qu'on touche un peu les limites parce que forcément, il y a moins de flux. C'est la crise. Donc on voit que la dépendance au flux, il faut passer à autre chose. Donc il faut peut-être un peu mieux rémunérer l'intelligence, le temps d'étude qu'on peut passer pour recevoir une commande, mais peut-être aussi la réinterroger tout à l'heure dans l'échange que vous aviez. La place de l'écologue est très intéressante parce que elle est souvent subie par l'aménageur. L'évolution de la réglementation, la rigueur d'application, le professionnalisme grandissant des aménageurs sur ces questions, et puis aussi, il faut dire, les recours qui sont une menace permanente. Beaucoup de projets tombent sur des questions environnementales, amènent tout le monde à monter le niveau de jeu. Et du coup, font apparaître ces questions de l'opportunité des projets et de la réinterrogation des programmes, du programme même du projet, au vu par exemple du diagnostic qui est porté, appréciant qu'il existe des zones humides, qu'il y a des espèces protégées sur un certain secteur, et donc on revoit le projet. Nous-mêmes, on vient de revoir un projet important en divisant sa taille par deux, pour justement donner une priorité à l'évitement et ne pas se contenter des mesures de compensation. Parce qu'on a pris la leçon. On a pris la leçon de contentieux sur des projets antérieurs, sur lesquels on n'avait plus trop la main en matière de conception, mais qui nous ont amené qui illustraient bien qu'on était sur une fin de modèle. Donc ce point-là, il est important. Donc je parle de la biodive, mais c'est touchant ce que vous avez présenté de réactiver des lignes de vie comme ça autour de l'eau. Ça donne beaucoup d'espoir et puis ça se traduit aussi, on le voit, par des usages. En fait, je crois que la photo est très bien choisie parce que le résultat final, c'est le bonheur des usagers qui participent, et vous démarrez par les humains, mais vous finissez aussi par la biodive avec les papillons. L'autre volet, c'est le volet de la matière et effectivement des flux. Aujourd'hui, dans nos méthodes, on a fait des progrès sur la façon de compter. La révolution du carbone fait que on a appris à compter beaucoup de choses. Ça a révélé un petit peu, ça a permis de situer nos opérations par rapport à l'objectif de diviser par 5 l'empreinte. Ça a montré que ce dispositif ne prend pas suffisamment en compte les questions de masse et de flux. On traite les questions, par exemple, on voit qu'une façon d'améliorer le bilan carbone d'une opération, c'est de réduire les déblais remblais. Ça a un impact très significatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On évite de faire des sous-sols. Donc ça, on a des arguments quand le terrain est pollué d'ailleurs, puisque moins on y touche, mieux on se porte. Quand la nappe est haute, moins on creuse, moins c'est cher. Donc du coup, on invente des solutions qui sont la mutualisation des parkings. Et on construit des parkings en superstructure. Donc ça nous renvoie sur d'autres questions qui sont qui va porter l'investissement, comment on peut mutualiser cet investissement, comment il va être géré, puisqu'on ramène finalement ça c'est un commun qui peut devenir public parce que si la collectivité le reprend, mais aujourd'hui c'est un peu moins à la mode, donc il faut réussir à financer autrement. Donc sur une opération à la cartoucherie, on a le modèle où on a financé
Les parkings, on les a cédés à la collectivité et ils sont exploités. Sur une autre opération, finalement, on va constituer une association foncière entre les différents promoteurs, les différents immeubles qui vont ensuite exploiter. Donc, et là, finalement, par l'approche carbone, on est un peu poussé à réduire ces flux de matière. Par l'approche carbone, on est amené aussi à glisser sur de nouveaux matériaux. C'est-à-dire qu'on voit bien que le béton, aujourd'hui, c'est quand même un gros dévoreur de carbone. C'est un gros dévoreur aussi de matériaux. Hein. On a aussi beaucoup de sable, beaucoup de granulats, qui est quand même un vrai problème. Aujourd'hui, on sent bien qu'on va toucher une limite sur les granulats. Donc on passe sur des matériaux comme le bois. Enfin, nous, on a expérimenté le bois, la paille, la terre crue. Et alors on a pu le faire assez facilement au moment où la conjoncture était plutôt favorable et où les promoteurs se bousculaient pour avoir des opérations. Donc là, c'est le moment d'augmenter les exigences. Aujourd'hui, on discute de façon un peu plus sérieuse sur la mise au point des projets. Donc il y a forcément une question de contexte. L'autre remarque, c'est que beaucoup de choses se jouent à différentes échelles. Nous, on intervient aujourd'hui dans souvent des opérations qui sont assez périmétrées, avec la mission de changer l'usage sur un périmètre déterminé. Or, les enjeux dont on vient de parler aujourd'hui, ils s'apprécient à une échelle beaucoup plus grande. L'échelle de la métropole est souvent d'un territoire encore plus grand et parfois même plus grand que les SCOT. La gouvernance à l'échelle de ces territoires-là, elle est un peu molle aujourd'hui dans notre organisation territoriale. Enfin, c'est fruit de consensus, on n'a pas des grands arbitrages. Donc comment on peut progresser dans cette gouvernance et avant la gouvernance, comment on peut partager la connaissance ? Donc le travail de pédagogie, que chaque agence d'urbanisme se saisisse un petit peu pour rendre visibles ces questions. Le travail moi je connaissais le travail sur les toiles par exemple que développait l'agence à Dunkerque. Je sais qu'à Toulouse ils viennent de produire la toile sur l'énergie. Bon, il y a des toiles thématiques, le sujet de l'énergie, le sujet de l'eau, le sujet des déchets. Le sujet, je crois, aussi des matériaux de chantier. C'est, à mon avis, s'il y a quatre choses à regarder, c'est ça, plus aussi, bien sûr, pendant 5, l'alimentation, puisqu'il y a tous les flux qui sont... Est-ce qu'on sait les connecter ? Alors... Le problème, c'est que souvent, chaque expertise suit son chemin et sont pas articulées entre elles. Au cœur de nos opérations, on a un certain nombre de leviers, mais je pense que Sabine pourra peut-être faire une réponse plus opportune que la mienne. Moi, je vais répondre de façon un peu déviée à la question, c'est-à-dire qu'il y a la partie à la fois conception de l'opération, la partie réalisation. Et puis, on doit aussi finalement organiser notre opération. Notre opération, c'est le cadre physique, support des usages du futur. Donc, comment on va faciliter la vie des futurs habitants, des futures entreprises, de tous les acteurs qui vont s'installer dans nos opérations, pour qu'ils puissent avoir le comportement le plus vertueux et réduire justement les flux. C'est proposer des solutions de mobilité, par exemple, qui soient décarbonées et qui ont moins d'impact. La question de l'eau, le cycle de l'eau dans les opérations est très importante. On peut le combiner avec la question du rafraîchissement de la ville, et notamment tout le travail d'infiltration qu'on mène de plus en plus, donc de débitumisation, comme on dit. Là, à Toulouse, on a notamment, enfin, dans le quartier de la Cartoucherie, on a beaucoup travaillé ça. On a la chance d'avoir un sol qui permettait les infiltrations. On infiltre toutes les eaux. On n'a aucun litre d'eau pluviale qui sort du périmètre de l'opération. Ailleurs, sur la piste à Montaudran que tu connais, on a
transformer une piste de 2 km de long, 30 mètres de large béton. La moitié maintenant est va devenir une forêt, si j'ose dire, en tout cas une zone et où on a travaillé un technosol, on a fait des expériences avec du biochar et ces questions-là. Donc voilà, la question de l'eau, comment on peut aussi la connecter. Voilà deux éléments de réponse. Après, la question de la réduction de l'empreinte sur la construction. Dans le cadre du zéro artificialisation net, on doit apprendre à développer une nouvelle offre de production du cadre bâti qui va mieux considérer le déjà là, par nécessité. Mais là, on est confronté à une équation économique énorme, c'est que réhabiliter les logements, les surélever, c'est pas moins cher que faire du neuf. Le coût d'accès au foncier dans le périmètre déjà constitué, il est très cher. Donc ça doit nous renvoyer sur des questions différentes de comment on amortit ces surcoûts, comment on dissocie peut-être le foncier de la construction, comment on intensifie aussi les usages qui vont permettre d'avoir des ressources, d'augmenter les ressources, la création de valeur pour pouvoir absorber ces surcoûts. Donc voilà les différentes combinaisons qu'on peut imaginer. Voilà quelques éléments de réponse. Peut-être un dernier angle, c'est que aujourd'hui on est un peu enfermé, corseté dans nos bilans parce que on ne pratique que l'algèbre des euros. On a appris à compter un peu en tonnes carbone. On peut donner une valeur aux tonnes carbone. Ça permet aussi d'apprécier les choses. Mais il faut qu'on réussisse peut-être à valoriser ces flux. 1, les rendre visibles. 2, leur donner une valeur. 3, essayer de quantifier l'évitement, c'est-à-dire comment on mesure le fait que l'opération est plus contributive à la renaturation que business as usual. Ça, aujourd'hui, on est un peu en panne sur ces questions-là. Donc, on a essayé... ça demande aussi un engagement politique qui n'est pas toujours au rendez-vous. Il faudrait des élus que ça intéresse vraiment. Est-ce que c'est le cas Mais bon, les élus se débattent avec beaucoup de contraintes. Certains sont effectivement plus volontaristes que d'autres, mais la demande sociétale est là, elle s'impose à nous. Je veux dire, la vraie question, c'est l'habitabilité de notre monde. C'est ça qui se joue. Les vagues de chaleur ne sont que le signe avant-coureur on voit bien que certains centres urbains vont devenir quand même difficilement vivables. Donc comment on fait ? Comment on fait pour les adapter ? Comment on fait aussi pour sortir de ce modèle extractiviste ? Donc c'est quand même une préoccupation aujourd'hui qui est là. On finira par réussir à l'associer à des économies au final. Peut-être en intégrant pas le temps immédiat de l'opération, mais en se projetant aussi sur la durée, sur le cycle de vie. Et c'est peut-être de notre propre... On avait eu cet échange avec Marc-André Sellos, parce qu'on avait des chiffres très, très démonstratifs de ce que coûte la non prise en compte du métabolisme urbain et des questions écologiques. Mais la réponse de Sellos était que les élus nationaux n'ont pas ce problème, ne se posent pas la question. Les élus locaux, oui. Et que nous fonctionnons sur le court terme. Je ne te demande pas une réponse. Je sais que c'est le travail que nous allons entreprendre dans le cadre de ce groupe. Ce n'est pas simple. Puis, juste une remarque avant de vous donner la parole. Il se trouve que ce matin, moi, j'étais au comité d'orientation Fabrique de la Cité. D'ailleurs, je remercie la Fabrique de la Cité et Léonard de nous offrir ce lieu magnifique. Et il y a eu un débat sur le résultat des élections municipales. Et autant les villes nous paraissent sensibles à toutes les questions que tu évoques, autant les grands territoires et les métropoles ne le sont pas. Et beaucoup de choses se sont jouées sur la facilité d'utiliser sa voiture et de stationner. Or, nous voulons, nous attaquer à des périmètres plus larges, où la commande politique n'est pas vraiment au rendez-vous.
Donc, je ne veux pas être pessimiste, mais en tout cas, on se heurte à ce problème. Alors, avant que vous ne réagissiez aux propos de Raphaël, il y a peut-être des volontés de prendre la parole, des témoignages, des questions. Ce serait bien que ce soit très court, si possible, vos prises de parole. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, Stéphane Cochet, je suis architecte. Et j'ai une question pour Sabine Barle. Dans vos écrits, vous parlez de reboucler les cycles biogéochimiques, notamment sur les cycles du phosphore, de l'azote, etc. Il n'y a pas longtemps, dans le club aménagement, vous aviez invité Sébastien Marot. Et vous parlez beaucoup de réconcilier, à travers cet enjeu de boucler les cycles, la ville et la campagne. Et donc aujourd'hui, on sait que l'architecture et l'agriculture ont beaucoup à voir. On le voit beaucoup dans ce qu'ils peuvent s'apporter l'un l'autre, que ce soit dans la construction bois, avec l'agroforesterie, etc. Vous travaillez aussi beaucoup sur les travaux de Solagro et du scénario After 2050, et on voit qu'il y a beaucoup de passerelles qui pourraient être développées entre la ville et la campagne. Je pense à la récupération des urines, mais aussi vous avez écrit sur, plutôt que d'envoyer les eaux usées dans les centres d'épuration, d'arroser les champs, là où on utilise aujourd'hui beaucoup d'eau, de nappes, etc. Et donc on voit qu'il y a, que ça soit sur l'énergie, avec la méthanisation par exemple dans les campagnes, et donc on voit qu'on pourrait travailler en collaboration avec les agriculteurs, que ça soit sur la paille, et d'essayer de trouver des leviers économiques. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses à mettre ensemble. Et donc ça pose la question comment on fait travailler les agences de l'eau avec les syndicats des déchets, avec les syndicats des eaux usées, avec les villes. Donc ça met en jeu plein de compétences, les syndicats agricoles, pour les aider aussi à basculer sur de l'agroécologie, de récupérer les engrais via les urines, les sels, etc. Donc comment vous voyez cette articulation-là très concrète qui pourrait justement nous aider à boucler ces fameux cycles ? Sabine ? Alors, ce que j'observe actuellement, enfin, je suis pas la seule, c'est que, enfin, c'est pas gagné. Hein. Quand on est, enfin, je fais partie du comité scientifique du comité de bassin, c'est comme ça que ça s'appelle, de l'agence de l'eau Seine-Normandie. La voie alternative, au sein du comité scientifique, elle est dominante, donc elle n'est plus alternative. Au sein du comité de bassin, elle n'existe pas. Enfin, elle est complètement écrasée. Donc, la résistance du modèle dominant est extrêmement forte. Cela dit, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont possibles, mais je voudrais quand même mettre l'accent sur le fait que toutes les mutualisations ne sont pas formidables. Par exemple, la méthanisation, c'est une façon de pérenniser, enfin la grande méthanisation en tout cas, c'est une façon de pérenniser le modèle dominant d'agriculture intensive et de destruction des écosystèmes, pour faire quelque chose qui a une utilité relativement limitée. Donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à engager sur qu'est-ce qu'on mutualise. On voit bien que sur les matières, enfin, je le disais dans l'autre sens tout à l'heure, hein, plutôt de la ville qui va rendre des choses à la campagne, mais on voit aussi qu'il y a énormément de matières que la campagne peut donner à la ville, comme vous avez cité la paille ou le bois ou d'autres. Et enfin, moi, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut sortir du primat de l'énergie. Bien sûr, l'énergie, c'est fondamental, c'est ce qui permet le changement. Mais la domination de la valorisation énergétique sur la valorisation matière est un véritable problème. Alors, pardon, je me suis un peu déplacée par rapport à la question, mais comme ça me permet de caser un truc que je voulais dire. Voilà. Après, ce qu'on arrive à voir qui marche, c'est que c'est lorsque l'on trouve des agriculteurs qui ont envie de s'inscrire dans ce modèle alternatif. Mais actuellement, le soutien politique à ça est quasiment nul. Donc, enfin, j'ai pas une chose supplémentaire à dire que ça, quoi. Malheureusement.
Merci Robert. Oui, Robert Spizzichino, anciennement aménageur, mais là je parle pour l'archipel des Confluences, par exemple, qui est un regroupement de mouvements citoyens et d'associations. Et Robert, tu ne fais pas une présentation, tu poses une question. oui, D'accord. c'est bien ça. Je pense qu'aujourd'hui, les mouvements citoyens, justement, beaucoup de mouvements citoyens sont tout à fait convaincus de ce que vous avez dit. Complètement. Je sors d'une conférence dans laquelle on a dit d'un débat d'une cinquantaine de têtes de réseau qui ont dit à peu près tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Je parle à Sabine. Et ils sont convaincus en même temps de l'insuffisance des politiques publiques, surtout nationales et internationales, et que beaucoup se joue au niveau des territoires. Et on a esquissé, je ne vais pas rentrer dans le détail, beaucoup de types d'interventions et d'expériences qui ont marché pour être un bout de ce qu'on raconte, mais ce qu'il faut faire tout de même. Donc moi, je plaide simplement et je demande à ce que les mouvements citoyens, les habitants, de manière générale, chaque fois qu'ils le souhaitent, soient vraiment considérés comme des protagonistes des politiques qui sont, enfin des démarches que vous avez esquissées les uns et les autres, et parce qu'ils sont beaucoup plus mûrs sur ça qu'on ne le pense et qu'on ne le caricature. Alors, d'abord, avant que Sabine en réponde, je pense que Rainer n'a pas évoqué une chose très importante, c'est les associations qui sont extrêmement nombreuses chez vous et qui travaillent sur la plupart de ces projets et qui sont des interlocuteurs qui comptent. Peut-être tu peux juste dire un mot là-dessus parce que tu ne l'avais pas dit avant. C'est que le rôle de la société civile est extrêmement important, si j'ai bien compris, en Norvège. Oui, c'est vrai. Et chaque ruisseau de Oslo a une propre organisation et qui force un peu les politiciens et l'administration de faire des projets. Par exemple, le dernier grand projet de le parc de sculpture, il y avait une association de 2000 membres qui ont même fait des grandes affiches dans les journaux, etc. Donc, pour financer ces 20 millions d'euros. Donc, c'est important. Ça a été très, très important pour ce dernier projet de sculpture. Merci Sabine. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Il se trouve que dans les deux scénarios sobres qu'on a réalisés pour le bassin de la Seine, on a aussi essayé d'imaginer comment est-ce qu'ils pouvaient advenir, et ils adviennent par des mobilisations. Et donc, ce qui porte les changements de ces deux scénarios, c'est pas une démocratie, c'est pas la Ve République telle qu'elle existe aujourd'hui, ni le régime présidentiel. Ce sont, dans un premier cas, les corps intermédiaires, dans un second cas, des mobilisations citoyennes. Donc voilà, je pense que, enfin, je suis tout à fait convaincue du fait que de toute façon, on l'a très bien, on le voit à de très nombreuses occasions. Ces mouvements sont tout à fait prêts pour tout un tas de changements. Oui, moi j'aimerais finalement faire un petit plaidoyer pour l'aménagement, parce que au fond, quand on aménage, on a en main beaucoup de leviers. Hein, c'est ce que j'aime dire ça à mes équipes. Il faut pas se résigner. Chaque opération, finalement, c'est une vitrine. On va pas tout réussir, on va pas cocher toutes les cases. Par contre, on peut cibler avec le contexte ou avec le jeu d'acteurs telle ou telle thématique sur telle ou telle partie du projet, et alors on va rendre visibles les choses. Oui, c'est possible, on a réussi à le faire, et parce que c'est possible, eh ben, et on l'a fait une fois, ça pourra être dupliqué, et puis des opérateurs auront appris, et ça va s'essaimer. Et s'il y a une masse suffisante, ça initie un peu une filière, une nouvelle pratique. L'exemple que vous citiez de la réflexion sur les urines dans le quartier Palificat, ben, finalement, le sponsor de la démarche, c'est pas nous. Le sponsor de la démarche
et c'est ça qui est génial, c'est le service eau de la collectivité qui dit moi mais j'ai un problème, j'ai besoin de réduire la charge dans mes eaux. Donc voilà, donc il faut faire du judo en fait, il faut utiliser l'énergie des autres si j'ose dire pour les aider à régler leurs problèmes. Finalement, chaque filière a son problème. L'assainissement, c'est un vrai problème, ça coûte de plus en plus cher. La production d'eau potable, c'est un vrai problème. Rareté de la ressource, pollution de plus en plus importante. Maintenant, on révèle de plus en plus des choses dont on ne parlait pas avant, les PFAS, enfin, tout le monde a entendu parler de ça. Comment on va continuer à produire de l'eau potable au robinet? C'est une vraie question. Donc comment on réduit ces coûts-là? Comment on peut activer un cycle de l'eau un peu différent, le petit cycle de l'eau à l'échelle de nos territoires? Oui, bonjour, Sophie Alexinski, donc je suis paysagiste, concepteur également. Et il m'arrive aussi d'enseigner dans des écoles d'ingénieurs. Et je me dis que, bon, Sabine Barle, vous disiez qu'effectivement, il y avait une très forte résistance du modèle dominant. Est-ce que ce n'est pas également par l'enseignement à tous nos jeunes qui sortent de toutes les écoles, écoles d'ingé, écoles d'archi, écoles de paysage, qu'on va réussir à faire changer vraiment le moyen d'action et faire... alors, disons qu'il y a ce moyen au niveau des écoles et il y a également, quand on est paysagiste ou architecte coordonnateur de ZAC, de faire des fiches de l'eau, comme vous disiez, dans lesquelles on interdit le rejet de l'eau pluviale, dans lesquelles on interdit ou on demande de quantifier également les déblais remblais. Toutes ces choses-là, ça fait 5, 6, 7, 10 ans qu'on travaille dessus, ça commence à émerger. Et on commence, moi je me rends compte, avec les étudiants en tout cas, qui au départ me disaient « Mais madame, c'est impossible, ce que vous nous demandez, on n'y arrivera jamais ». J'en ai dit « Si, c'est possible ». Et même, il y a des opérations qui sont sorties et des opérations qui sont viables. Et donc je pense qu'on est vraiment en train de commencer quelque chose et qu'il ne faut surtout pas s'arrêter, mettre toutes les forces en commun, celles de toute l'ingénierie, de la société civile et des politiques publiques qui finiront par s'adapter peut-être. Alors, peut-être y a-t-il... C'était un témoignage, Sophie, merci. À toi. Oui, bonjour. Après ce qu'a dit Kino et ce que vous venez de dire, il y a une chose qui manque absolument, c'est une culture de la marge de manœuvre. On a pris l'habitude de ne présenter aux autres que la solution, celle qu'on a négociée parmi les sciences, etc., dans chacun des clusters, etc., alors que c'est intéressant de montrer que faire, c'est intéressant aussi que ce soit collectivement qu'on fasse les arbitrages. Donc, et ça, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des professionnels séparés, c'est au niveau surtout, bien sûr, des associations. Pardon. C'est au niveau surtout des associations parce que effectivement, elles ont comme leader généralement des gens qui emmènent les autres. Alors qu'il faudrait introduire des nuances, et pour introduire des nuances, il faut des arguments à ceux qui seraient plus nuancés. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est également un témoignage. Alors moi, je vais embêter Benjamin Cadranel, parce qu'on a la chance d'avoir un Belge qui a une structure d'aménagement comparable aux vôtres. Et donc, c'est toujours intéressant d'écouter les voisins. Comment tu réagis à ce que tu as entendu, Benjamin ? Mais j'ai repensé à ma semaine, j'ai repensé... bonjour, Benjamin Cadranel, Bruxelles Capitale. Donc j'ai repensé à ma semaine et j'ai repensé aux différentes interactions que j'ai eues avec des administrations régionales bruxelloises de protection de l'environnement, d'enjeux de remise à ciel ouvert de cours d'eau, parce que Bruxelles est une ville qui a enterré son cours d'eau dans la mouvance hygiéniste du 19e siècle. Et au début de cet atelier, j'ai évidemment fort réagi à « il faut dégrader le modèle existant ». Forcément, en tant qu'aménageur, je trouve que le système existant, il n'est pas en forme là pour l'instant. Et donc, effectivement, interpeller, pas non plus une découverte, je vous rassure, des interactions nombreuses
entre les différents enjeux. L'eau en est un, la biodiversité, le coût carbone, l'utilisation en énergie des bâtiments, le coût carbone de la construction des bâtiments, l'acceptabilité sociale, qui est évoquée ici avec une image très jolie, hein, d'enfants qui jouent dans l'eau. Mais bon, l'acceptabilité sociale dans nos villes et dans les projets qu'on essaye de développer lorsqu'il y a un nouveau projet, l'enjeu de la protection de la biodiversité réelle à l'échelle, la question du périmètre, extrêmement importante. La région de Bruxelles-Capitale est une région, en gros c'est la ville de Bruxelles qui fait 162 km², comme ça vous donne une idée de l'échelle, pour 1 200 000 habitants, et qui, comme la Belgique est un État fédéral, dispose de l'ensemble de ses administrations régionales, d'entités fédérées, si vous voulez, comme un Länder allemand, avec un gouvernement, un parlement qui décide à cette échelle-là, et les questions de mobilité, de production d'eau potable, de production de déchets, de consommation énergétique, évidemment ne correspondent pas du tout à l'échelle urbaine. Et donc, le problème, c'est que lorsque l'on défend un territoire ou qu'on s'occupe de la renaturation d'un territoire, il faut se préoccuper aussi de ce qui se passe en dehors de ce territoire et les conséquences. Lorsqu'il y a un besoin, et aujourd'hui, un des besoins... Enfin, les deux grands besoins essentiels en Europe, moi quand je lis les textes européens, forcément on n'est pas loin, on l'entend beaucoup, c'est la réindustrialisation et le logement abordable. Voilà. Il faut trouver un moyen de produire du logement abordable, il faut, face à l'essor démographique, face à la décohabitation, et donc aussi la baisse de revenus et de ressources des ménages, il faut que ce soit habitable. Il faut que la ville ressemble à ça et pas à un enfer urbain dans des îlots de chaleur où la moindre victoire footballistique occasionne des difficultés urbaines. Enfin, voilà, c'est cette tension-là qui existe dans nos villes. Et donc l'équation, effectivement, elle paraît excessivement complexe. Et donc j'aime bien la dernière intervention ou les parties de l'intervention que j'ai entendues de monsieur, c'est qu'effectivement, il faut de la nuance et il faut que l'ensemble des parties prenantes soient solidaires les unes des autres et qu'on n'oppose pas un enjeu à l'autre. Et c'est particulièrement prégnant, je pense, dans les aires urbaines et métropolitaines, où on pourrait avoir des victoires à la Pyrrhus, où en sauvegardant certains éléments à un endroit, et parfois avec des préoccupations qui sont sincères et parfois qui sont un peu plus NIMBY, hein, donc la biodiversité des Golden Retrievers, c'est comme ça que je les appelle parfois, en fait, derrière et en dehors, dans des territoires détendus, elle conduit à l'artificialisation, à de la production de déchets, parce que dans les zones détendues, on est moins attentif, on ne met pas des parkings en souterrain et on artificialise plus le sol. Et donc c'est effectivement une gouvernance extrêmement complexe, dans un moment qui ne l'est pas moins, parce que au-delà même de la rentabilité des opérations, moi je travaille pour une organisation qui ne cherche pas à la rentabilité, qui utilise de l'argent public et donc qui comble le déficit de rentabilité avec de l'argent public. C'est assumé pour le logement abordable, pour les ambitions environnementales, de réemploi. On a des projets qui font plus de 2% de réemploi. On est en train de se rendre compte que le coût carbone du réemploi parfois est aussi important. Donc voilà, c'est clair que on est tous dans le même bateau et que la capacité qu'on va avoir de produire de l'urbain ou même une société... J'entends, hein, on ne va pas tous mourir de faim, on ne va pas tous mourir de froid, on ne va pas tous mourir de chaud, et c'est possible, mais c'est le chemin qui nous amène à là, qui semble extrêmement périlleux. Comment ne pas tous nous entretuer avant d'y arriver. Voilà. Merci Benjamin pour cette intervention très très optimiste. Vous mettez tout à fait en forme. Alors, avant que la table ronde réagisse, une question très très courte, Jérôme, parce que nous arrivons à la fin du 5 à 7. Avec plaisir. Donc, Jérôme Gauss, qui était aménageur. Aménageur repenti et maintenant directeur d'une école d'architecture. Voilà. Donc on a parlé. Moi, je reviens au titre préparer et réparer les territoires. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé de développement, donc développement d'opérations et donc création de valeur et partage de cette valeur. Donc demain, on prépare et on répare les territoires. Quelle valeur on va partager et qui va partager la valeur? Question courte. Merci Jérôme et merci pour ta concision. Alors, je vais demander aux trois intervenants un petit mot optimiste
pour le public, pour dire comment on peut avancer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, au fond, aux acteurs de la ville? Chacun d'entre vous. Qui veut commencer? Pas Sabine. Alors, Rainer, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Toi qui aimes beaucoup la France, et qui nous dit d'ailleurs que la France est l'inspiration du travail aux grandes échelles territoriales. En France, il y a des milliers, centaines de milliers de rivières ou de petites rivières et ruisseaux qui sont canalisés. Et donc, là-dedans, on a un potentiel énorme pour faire un monde plus vert et plus beau. Moi, je vais filer la métaphore en disant que cultivons chacun nos initiatives, poussons-les, prenons des risques. Et ces petites initiatives, finalement, ça va être comme le chevelu hydrographique. Ça va se rassembler, ça va finir par faire une belle rivière, et demain un fleuve, et on va nourrir une nouvelle mer de la tranquillité, finalement. C'est quasiment, on est dans la carte du tendre. Sabine. C'est très difficile, mais je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Un autre métabolisme est possible. Et donc, je pense que c'est plutôt un message d'espoir, même si c'est très difficile d'y arriver. Et l'autre chose plus concrète, c'est il faut sortir de l'approche carbone. Enfin, il faut étendre l'approche carbone, parce qu'il n'y a pas que le carbone dans la vie. C'est un message essentiel, je pense, que nous livre Sabine, et peut-être que son Grand Prix n'est pas sans lien avec cette révélation. Alors, avant de clore, Florent Sannefarge-Garneau, qui dirige, directeur général de Lyon-Part-Dieu, mais aussi président du Club Ville Aménagement, va nous dire quelques mots. Avant que tu ne fasses la clôture, je voudrais rappeler à vous tous que nous mettons en ligne la totalité de cette séance que vous pouvez après diffuser. En général, on vous l'envoie. On fait un compte-rendu intégral, on fait un article ramassé, et tout à l'heure, on a fait 2 interviews très courtes de Sabine et de Rainer qu'on vous livrera. Et c'est intéressant que vous diffusiez autant que faire se peut. En plus, les interviews sont très courtes, elles sont utiles. Il est très précieux de faire passer les messages et de diffuser autant que faire se peut. Florent, tu te mets où tu veux. Tu es mobile a priori, hein? Absolument. Bien, d'abord j'aimerais vous remercier sincèrement, voilà, nos intervenants, Ariella bien sûr, Raphaël et vous tous, parce que je pense qu'on a eu ce soir une conférence de très haut vol et puis très vivante. Voilà, donc merci pour la stimulation intellectuelle, l'éveil des consciences, hein, qui est nécessaire, qui n'est jamais terminé. On a l'impression qu'il y a tant a été dit, mais en fait, c'est rien par rapport à la pénétration de l'idée dans nos consciences et nos actions. Et puis, je voudrais souligner une dimension qui était présente dans vos interventions, qui est la dimension politique des notions que nous avons traitées, puisque nous parlons de politique publique fondamentalement et de projets de société. Alors, Ariella m'invite à conclure du haut de ma chaire de président. Je vais proposer d'en descendre et plutôt d'être avec vous, en se disant que j'ai plus le sentiment, en écoutant la soirée, les échanges, qu'il n'est pas encore temps de conclure, mais plutôt on est dans un début qui est en retard sur l'histoire, c'est clair, voilà, mais c'est quand même un début, et que l'essentiel est de continuer, en fait, et d'amplifier. Et c'est tout le sens de nos travaux ensemble, hein, tous les membres du club, vous-même, nos habitués, les nouveaux visages. Et donc j'aimerais d'une part vous dire un mot bref sur disons la stratégie globale du club pour les 2 années qui viennent, puisque nous en avons délibéré et qu'elle est décidée. Et puis peut-être évoquer les questions
que cette soirée a fait émerger pour ma modeste part et qui continueront donc de cheminer. Donc d'abord vous dire que nous avons travaillé ces 7 derniers mois à poser l'architecture intellectuelle de nos travaux. C'est quelque chose que nous faisons avec sincérité, voilà, et du reste de manière collégiale. Ça a été arrêté il y a maintenant quelques semaines. Et je voulais vous dire d'une part, c'était introduit par Ariela que elle-même, Raphaël, Isabelle et d'autres de nos membres animent un groupe de travail dédié à la question de la réparation et de la préparation des territoires. Donc cela fait partie de la ligne de travail des 2 ans qui viennent et ça a déjà commencé. Et nous irons vers des restitutions aux entretiens de l'aménagement sur le sujet qui auront lieu en 2028. Et l'autre chose, c'est de vous dire que, sans être long, que nous avons fait de la question des nouveaux modèles de l'aménagement la question centrale de nos travaux qui rassemble tous nos entrants avec au fond une forme de conviction professionnelle qui est que nous avons probablement un rôle, nous les aménageurs, à écouter et rassembler la somme des savoirs pertinentes qui est considérable sur l'évolution nécessaire de nos métiers, à, dans la mesure du possible, en produire une cartographie et un récollement accessible. Alors vous me direz, ça s'appelle l'encyclopédie, ça s'appelle Diderot et consorts. Pourquoi pas? Le club n'y suffira pas, mais enfin, s'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de mouvement. Donc au moins, nous prenons l'ambition du moment, tel que le moment la pose. Et l'idée, c'est de cartographier aussi les projets en émergence, répondant aux problématiques d'aménagement présentes et futures, très clairement au contact notamment de la question de la transition écologique, elle est centrale, même si ce n'est pas la seule question. Et notre ambition immodeste au possible, mais c'est complètement assumé, c'est de produire en face de chaque nécessité qui nous apparaît, d'aménagement ou de ménagement, une cartographie des émergences, de ce qui est silencieux et qui pousse, et de ce qui n'est pas déjà là. Donc c'est une cartographie, en fait, c'est un tableau des éléments, et comme vous le savez, Mendeleïev, il dit, voilà, il y a des éléments que j'ai trouvés, il y en a que je n'ai pas trouvés, mais que je prédit, et il s'est rarement trompé. Et donc nous avons essayé de mettre nos pas dans ces pas nobles et impressionnants, certes, mais parce que c'est nécessaire, et de manière à dire, il nous semble utile de faire émerger tels et tels projets, et plus important sans doute encore, de proposer un outillage de l'action publique en face des projets cartographiés. Parce que nous ne ferons jamais aussi bien que nos intervenants de ce soir sur la production du savoir. Par contre, nous serions sans doute en dessous de nos devoirs si nous ne faisions pas l'effort de décrire le possible en matière d'ingénierie. Parce qu'en fait, contrairement à ce que disait le général, l'intendance ne suit jamais. Ça n'est pas vrai. L'intendance, c'est un savoir, c'est un engagement, c'est un travail, et nous voudrions y contribuer. Et pour conclure, ce serait trop long de peut-être de dire tout ce que vous avez germé d'idées pour nous tous ce soir. Je vous dirais simplement que nous allons essayer, le club, de continuer et d'accélérer le passage de la notion à l'opérationnel et au pré-opérationnel, et que nous assumons désormais, donc je fais le coming out de la raison d'être du club, de devoir être aussi des influenceurs de la politique publique pour que celle-ci progresse. Donc je conclurai en vous disant, faisons l'évolution, camarades. Voilà. Merci Florent. Alors, je renouvelle mes remerciements à Sabine, Rainer et Raphaël. Et donc, maintenant, vous avez un cocktail, mais Sabine est punie parce qu'elle doit se mettre à cette table et puis elle va préfacer les livres à ceux qui se précipitent les premiers. Et c'est, encore une fois, merci beaucoup à la DGLN pour le cadeau des livres Grand Prix et merci à JPEPO pour le cadeau des livres Popsu. Voilà. Alors, on y va. Certains vont là et certains vont là. Merci à vous tous et merci à Enzo qui a géré la technique et à Marion qui nous accueille ici.